Bonjour à tous, donc je vais très rapidement, encore plus que d'habitude, passer sur la présentation XDMAT pour donner la parole à ma collègue Iris qui va déployer tout le reste du webinaire. Simplement pour des personnes avec qui on a déjà eu l'habitude de travailler, peut-être, j'allais dire, il va y avoir quelques nouveautés et puis ça permettra aussi peut-être de resituer XDMAT dans quelque chose qui est plus grand et peut-être que vous ne connaissez pas sur l'entièreté de XDMAT. Euh, juste en sommaire de ce webinaire, effectivement, ce qui va être assuré par Iris par la suite, on va, contrairement aux deux premiers webinaires, le premier où on s'est appesanti sur tout ce qui était nouvelle réglementation autour des marchés publics, et le deuxième webinaire où on a fait une sorte de solution verticale pour répondre aux problématiques, là on va utiliser en fait et on va prendre appui sur la dématérialisation des marchés publics mais pour dérouler des problématiques qui sont plus transversales, notamment, et on en a parlé, tout ce qui était signature électronique, parapheur électronique, tout ce qui est gestion électronique de documents et archivage électronique. Et quand on parle d'archivage électronique, on ne parle pas, j'allais dire, d'un bout de chaîne. On parle vraiment plutôt du maintien de la valeur probante de la documentation et de sa conservation sur le long terme sur des documents de marché public qui peuvent être très longs en termes de conservation, et puis parfois sur des conservations d'ailleurs qui peuvent être illimitées sur des marchés publics qui documentent la vie soit d'une entreprise, soit d'une collectivité. Donc on va vraiment avoir une approche qui est beaucoup plus transversale et qui, au lieu de prendre les marchés publics comme étant, j'allais dire, le sujet principal, on va plus prendre appui sur les marchés publics pour montrer comment déployer des logiques transversales avec, dans un premier temps, un premier pilote qui est très orienté autour des marchés publics. Euh, je redis, hein, la majorité des personnes qui sont là connaissent XEMAT, donc je ne vais pas m'apesantir. Une équipe pluridisciplinaire, donc avec des records managers, des personnes qui viennent des métiers et à qui on a, j'allais dire, incorporé une brique dématérialisation pour qu'ils adressent des problématiques verticales autour de la démat, des personnes qui viennent du milieu de l'informatique pure, voire informatique industrielle, hein, et puis des personnes qui sont plus juridiques et normatives, par exemple chez nous deux DPO et une personne qui est juriste de formation, qui s'est diversifiée au fur et à mesure sur la DMAT. XDMAT, c'est une société qui est organisée autour de quatre grands thèmes, hein, la MOA, donc grosso modo l'accompagnement des utilisateurs dans leurs projets, de dématérialisation. Audit et conseil, et là plus j'allais dire de la valeur ajoutée plus par rapport à ce que peuvent faire nos concurrents, notamment sur des nouvelles normes ou sur des nouvelles réglementations qui sortent et où justement on peut apporter des conseils précis et mener des audits. La partie formation, puisque XDMAT est agréé organisme de formation et Datadoc, donc la possibilité de passer des formations via des budgets RH, et puis donc la mise à disposition d'un catalogue de formation XDMAT. Et puis, in fine, la veille, la recherche et développement, très lié finalement à l'audit et au conseil, puisque on fait partie d'un certain nombre de comités normatifs qui nous permet de connaître bien en amont les normes qui sortent, et puis justement d'être, j'allais dire, avoir une légitimité particulière sur l'audit et le conseil qu'on peut faire par rapport à ces normalisations autour de la gestion documentaire. Quelque chose de très important, c'est l'indépendance d'XDMAT et de ses consultants. Il faut savoir que chez XDMAT, on ne vend aucun produit, on ne fait aucune intégration et on ne fait aucun développement, ce qui fait que notre assistance à maîtrise d'œuvre ou maîtrise d'ouvrage est, j'allais dire, agnostique. Si XDMAT vous dit de partir sur tel ou tel outil ou de mettre en place telle ou telle organisation, c'est pas parce que derrière on a un outil qui va vous permettre de le mettre en œuvre, c'est vraiment parce que ça correspond à votre besoin. Quelques références ici, simplement pour dire qu'aujourd'hui, XDMAT, on va dire que c'est un tiers de clients privés, deux tiers de clients publics, et dans ces deux tiers de clients publics, on pourrait séparer en moitié collectivité et moitié entreprise publique slash tout ce qui n'est pas collectivité dans le public. Donc par exemple ici, le CNRS, la Régie des Transports de Marseille, voilà, des entreprises, enfin des structures publiques qui fonctionnent finalement comme des entreprises. Donc voilà, j'ai essayé d'aller au plus vite. J'espère que ça ira pour vous. De toute façon, je pense que la majorité des personnes qui sont ici nous connaissent. Donc voilà. Ah oui, je suis avec Madame Chabin, voilà, c'est bon. C'est bien ce qui me semblait, Madame Vassal, c'est pour ça qu'on a commencé. Je vais laisser la parole à ma collègue Iris, qui va vous parler de tout ce qui est problématique transversale, justement, un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure.
Alors bonjour à tous et rebonjour à ceux que donc j'ai déjà pu croiser pendant les premières et deuxièmes parties de webinaire. Alors du coup, ici nous déroulons la dernière brique de notre fil rouge, donc la transversalité. Alors, somme toute en passant, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on parle de transversalité, et dans quel cadre, et pourquoi est-ce que je vous propose d'en parler maintenant? C'est comme on l'a dit sur les deux premiers webinaires, c'est que les marchés publics en soi, l'approche verticale qu'on vous a proposée, elle est bien pour répondre aux obligations. Mais si vous voulez mettre en place un projet dans une globalité beaucoup plus large, dans quelque chose de beaucoup plus transversal, il va falloir savoir qu'est-ce que ça peut vous apporter, quels outils vous devez mettre en place. Alors je vais revenir un peu au sommaire. Donc pourquoi on opte pour cette approche-là? Quels sont les outils? On va parler de GED, comme l'a dit Thibaut, de parapheur et d'archivage, les trois briques globalement d'une chaîne de dématérialisation complète. On avait parlé déjà du parapheur et de l'archivage, on va revenir quand même quelque peu dessus. Et surtout les prérequis d'un tel projet, les écueils à éviter. Toujours une petite partie un petit peu méthodologique, même si en soi, là, je vais vous dérouler des choses qui sont déjà de la méthodologie pour éviter en fait de tomber dans certains pièges de ce genre de projet. Alors, donc, on va commencer par définir un petit peu qu'est-ce que ça peut vous apporter la mise en place d'une stratégie dite transverse. Alors, je ne vais pas revenir dessus, on l'a déjà beaucoup dit dans les deux premiers webinaires, l'État a amorcé un plan de transformation numérique. Donc là, on touche à la facturation en ce moment avec Chorus, on touche au marché public, il y a de l'open data qui s'est mis en place, donc il va y avoir sûrement encore après, il y a déjà des sujets ressources humaines, il y a le bulletin de paie avec le CPA compte personnel d'activité qui a été soulevé, il y a le contrat de travail numérique, donc il y a beaucoup de sujets en ce moment. Donc je pense que l'État va continuer, entre guillemets, à prendre la main sur certains sujets et à demander aux administrations, aux collectivités, donc de mettre en place des solutions pour certaines parties de périmètre qui ne sont pas encore d'actualité mais qui le seront. Ensuite, en quoi c'est bénéfique pour vous une approche transversale? Ça vous permet de mutualiser des besoins futurs, de manière à pouvoir en fait, entre guillemets, dans votre structure, à mutualiser tous les besoins. Par exemple, si vous avez un besoin pour les marchés publics de dématérialisation, mais que les ressources humaines et que par exemple les services généraux ont besoin aussi, ça vous permettra en fait de regrouper tous vos besoins et de pouvoir en fait tout mutualiser dans une seule et même solution et d'avoir une chaîne complète. Ça peut aussi synchroniser les outils métiers que vous avez déjà utilisés. Vous pouvez avoir par exemple un outil métier pour la RH, un outil métier pour la comptabilité, un outil métier par exemple, j'en sais rien, pour d'autres services administratifs que vous voulez mettre, du coup synchronisé de manière à pouvoir avoir les informations au même endroit. Pardon. Ça vous permet aussi de fédérer des fonctions techniques autour des documents. Donc c'est ça, d'avoir une vision beaucoup plus globale et de ne pas cloisonner justement vos approches métiers. Donc ça vous permet aussi de ne pas démultiplier les outils, parce que des fois, en comptabilité, il nous est arrivé de voir que dans un même service, il y avait des outils différents qui étaient utilisés. Parce que l'outil n'allait pas à tout le monde et que du coup, vu que les personnes avaient acheté chacun dans leur coin leur outil, ça n'allait pas. Ça vous permet de diminuer les coûts de mise en place. Parce qu'évidemment, si tout le monde en profite, de cette manière-là, vous allez diminuer les coûts. Ensuite, ça va vous permettre de mutualiser des compétences nécessaires. Donc, c'est-à-dire que si vous avez besoin, par exemple, d'un archiviste ou d'un record manager pour mettre en place votre solution, vous allez utiliser un archiviste pour votre structure en entier. Donc, tout le monde va en bénéficier. Donc, ça permettra à tout le monde d'avoir des retombées positives de votre stratégie transversale. Alors, là, on va prendre une image, donc pour illustrer ça. On va prendre les marchés publics comme pilote, parce que comme vous l'a expliqué Thibaut, nous on va l'illustrer par le biais des marchés publics. Donc par exemple, imaginez que dans votre structure, il y a la direction des finances qui a mis en place, qui doit mettre à disposition les factures pour les services donc de Chorus en interne. Donc elle, déjà, elle est concernée par la dématérialisation, par exemple. Ensuite, la direction générale, quant à elle, elle doit valider tous les documents officiels de passation des marchés. Donc ça peut être les lettres de notif, les contrats. Donc là, il y a une brique de validation que la direction générale aimerait bien avoir, par exemple. Donc on pourrait avoir un parapheur ou une solution qui pourrait être proposée à l'échelle de la structure. Ensuite, la direction des marchés, elle veut partager ces documents
avec la direction juridique par exemple, les unités de gestion du patrimoine s'il y a, dossier complet de passation de marché, elle doit tout mettre à disposition. Et ensuite, le service patrimoine, lui, met à disposition de ses chargés d'opération le dossier complet de passation, les documents transmis par les maîtrises d'ouvrage. Donc là, il y a des documents qui arrivent de l'extérieur et en interne. Et ensuite, elle doit faire valider les documents de marché par le service financier et l'agent comptable. Donc du coup, là, on n'a rien qu'au niveau des marchés publics. 1, 2, 3, 4 acteurs, plus la direction générale, qui est quand même un gros acteur, les directions financières, l'agent comptable. Donc tous ces acteurs-là ne sont concernés déjà que par la gestion des marchés publics en dématérialisation. Donc imaginons que par exemple on mette un parapheur à disposition, ça va bénéficier déjà à l'ensemble de ces acteurs. Par exemple, si on met en place une GED, tous ces services-là vont pouvoir communiquer par exemple à l'intérieur de la GED des documents, mettre à disposition des dossiers qui par exemple à l'heure actuelle ou dans d'autres situations sont faits par répertoire réseau. Donc déjà il faut aller dans le répertoire, savoir quel répertoire est concerné pour aller chercher une information. Donc déjà on a somme toute déjà des gains d'efficacité qui peuvent être vus par rapport à une mise en place transversale. Alors, de quoi on a besoin et quelles doivent être les caractéristiques des outils? Alors, donc nous, on va vous parler essentiellement de 3 briques. Gestion électronique de documents, donc GED, et GEC, parce que j'inclus la gestion électronique de courrier aussi dans ce périmètre-là, parce qu'il y a énormément aujourd'hui d'administrations et de collectivités et d'entreprises qui se tournent vers l'archivage des mails, qui est un gros sujet aussi en ce moment. Donc du coup, si jamais dans votre structure, vous avez un besoin de, on vous dit, gestion électronique de courrier, c'est un besoin entièrement justifiable dans une gestion électronique de documents, c'est 2 volets qu'il faut traiter ensemble. Ensuite au milieu, on a le parapheur électronique et ensuite on a donc coffre-fort numérique, CFN, et système d'archivage électronique, SAE, donc qui sont les dernières briques d'intégrité dans la chaîne de numérisation, parce que, je le rappelle, comme on l'avait dit au deuxième webinaire, s'il y a signature électronique, il y a archivage électronique. Donc comme dans le cadre de plus en plus aujourd'hui, on se tourne vers la signature pour les marchés publics, elle va être obligatoire, il faut absolument avoir de l'archivage derrière. Alors, quels sont les maîtres mots des caractéristiques des outils que vous allez devoir mettre en place? Interopérabilité avec les protocoles donc CMIS, CEDA, et un connecteur donc EAI, ETL, donc je vais vous décoder un peu tout ça parce que c'est un peu du chinois et des anagrammes sûrement pour vous. Alors, l'interopérabilité, c'est de pouvoir en fait faire dialoguer toutes vos solutions ensemble. Alors, la chose étant qu'aujourd'hui, beaucoup de logiciels propriétaires en fait ne peuvent pas dialoguer avec tous les logiciels que vous avez, parce que par exemple si vous utilisez une GED, que vous avez un outil de comptabilité qui peut être, ou un outil SIRH par exemple, et que vous voulez que la GED et SIRH dialoguent, il faut voir si potentiellement tous les outils peuvent dialoguer ensemble. Alors, s'ils parlent le même langage, si les données sortent au bon format, comment est-ce qu'elles sortent, comment est-ce qu'il faut les reconvertir, etc. Donc du coup, c'est très important aujourd'hui de regarder l'interopérabilité des solutions que vous achetez. Donc du coup, je vais vous parler donc de 2 protocoles, donc le CI de CMIS, donc Content Management Interoperability Service. Donc c'est une norme d'interopérabilité qui facilite les échanges entre solutions de gestion de contenu, donc OCM et GED, et qui assure la pérennité donc en standardisant les échanges interlogiciels et qui s'assure en fait que tous vos logiciels peuvent dialoguer entre eux. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'éditeurs open source qui se sont tournés vers ce protocole-là dans leurs solutions, notamment Nuxeo, Alfresco et Cotero, qui sont 3 grands noms quand même de la GED sur le marché, et qui eux passent par ce protocole-là directement pour faire dialoguer les applications. Alors c'est très très important de réfléchir à l'interopérabilité à partir du moment où vous achetez une solution, parce que si vous achetez une solution qui ne peut pas dialoguer avec d'autres logiciels ou qui est très fermée, après ça va être compliqué pour vous de la faire dialoguer. Alors, ensuite il y a le protocole CEDA. Alors là c'est plutôt côté archivage électronique. Donc le CEDA, qu'est-ce que c'est? C'est un standard d'échange, donc il y a des normes. Là on parle aujourd'hui de CEDA 2.1, donc nous sommes au standard CEDA 2.1. C'est un format qui va permettre en fait aux applications de dialoguer avec votre système d'archivage électronique. Le CEDA, c'est le format dans lequel vous devez donner les données à votre coffre-fort ou à votre SAE, de manière à ce qu'ils puissent les intégrer. Alors, aussi bien que pour faire dialoguer les applications que pour faire en fait dialoguer les applications avec votre archivage électronique,
il va vous falloir, pour la majorité des administrations et des collectivités, après ça dépend ce que vous faites, un connecteur ETL ou ce qu'on appelle nous un bus EAI. Alors ETL c'est Exchange, Transform and Load. Donc ça veut dire échanger, transformer et donc charger. Donc ce sont entre guillemets des petits bus applicatifs en fait. Ça va être comment dire, je dirais des joints qui vont se greffer entre vos applications. Et ça peut être entre vos applications, donc ça peut être GED et outils comptables par exemple, ça peut être entre GED, SAE. Donc ce sont des connecteurs en fait qui se joignent entre les applications et qui transforment la donnée de manière à pouvoir faire dialoguer les applications. Donc si vos applications ne sont pas extrêmement interopérables et que votre standard d'échange par exemple n'est pas le XML ou que c'est un format propriétaire, il faut pour le faire dialoguer le transformer. Donc par exemple pour le CEDA, si votre application GED ne transforme pas en CEDA par exemple les données à la sortie, ben vous allez mettre entre la GED et le SAE un ETL ou un EAI, et vous allez lui dire voilà j'ai les données qui sortent de cette manière, voilà comment elles devraient sortir en sortie. Donc ça c'est des connecteurs. Après c'est des connecteurs qui demandent des ressources, donc c'est-à-dire qu'il faut mettre en place, il faut généralement se faire accompagner. Il faut aussi réfléchir au fait que ça demande du temps, des ressources informatiques et qu'il faut aussi avoir les équipements et l'infrastructure pour faire ça. Après, de plus en plus aujourd'hui d'administrations se tournent vers cette solution parce que ça permet d'être totalement indépendant et de pouvoir transformer vos données à l'intérieur de votre structure et de pouvoir en faire ce que vous voulez, plus ou moins. Par contre, c'est un niveau de technicité quand même assez haut, il faut avoir une équipe informatique dédiée à ça, qui ne fait que ça, qui ne fait que de l'échange de données. Donc du coup, c'est assez coûteux en temps et en ressources. Mais si je dois retenir un maître mot, interopérabilité et protocole d'interopérabilité, surtout à retenir. Donc, là, on va se tourner, donc maintenant, vu qu'on a vu la caractéristique des outils, on va se tourner vers les outils à proprement parler. Donc, on va commencer par la GED. Donc, gestion électronique de documents, je pense que vous êtes tous plus ou moins familiers de ce qu'est la GED. D'un point de vue transverse, nous, on peut avoir donc 4 briques différentes en GED. On a ce qu'on appelle la GED référentielle, c'est la construction d'un référentiel documentaire qui peut être soit commun à un service, soit commun à une structure. Donc c'est-à-dire que les services versent dans la GED les dossiers qu'ils ont besoin de communiquer, ou qui sont leurs constituants référentiels documentaires, c'est-à-dire dossier de marché par exemple, avec tant de pièces dedans. Ça peut être un dossier qualité, ça peut être il peut y avoir plein d'autres choses. Donc ça, c'est la première brique. Ensuite, il y a la gestion collaborative, donc c'est-à-dire la mise à disposition d'un outil pour la construction de la documentation à plusieurs. J'ai besoin de travailler à plusieurs sur un même document via la GED. Je veux pouvoir faire des annotations sur mon document, je veux pouvoir voir quand est-ce qu'il est sorti, quand est-ce qu'il a été modifié, sous quelle version on en est, qui a fait la dernière modification. Ça aussi, ça englobe tout ce qui est donc visa, workflow et diffusion. Je veux pouvoir diffuser mon dossier projet à l'extérieur, via un espace projet par exemple. Je veux pouvoir recevoir des documents en interne via un outil de messagerie. Je veux pouvoir être averti quand un document est modifié. Donc ça, c'est tout l'aspect GED collaboratif. Ensuite, il y a le troisième aspect, c'est la GED puis données. C'est la possibilité d'avoir accès à d'autres informations sur d'autres implications, c'est-à-dire connecter la GED avec par exemple RCRH, votre logiciel de comptabilité, je ne sais pas, que sais-je encore, un autre logiciel RH, et de pouvoir en fait appeler depuis la GED des informations. Vous voulez savoir, par exemple, si la personne elle a été formée à telle formation, vous allez chercher dans la solution gestion ressources humaines. Vous voulez avoir accès à une facture en comptabilité, vous allez chercher en comptabilité. Donc voilà, ça vous permet d'appeler des informations depuis la GED. Donc GED puis de données. Et la dernière brique, c'est la gestion électronique de courrier, c'est-à-dire avoir après la GED une brique gestion électronique de courrier, donc qui vous permet d'avoir un archivage des mails, une messagerie, d'avoir plus de traçabilité et de permettre de plus de traçabilité de l'archivage de vos emails. Donc c'est un sujet en ce moment que beaucoup d'administrations ont parce que les emails sont quand même une partie assez chronophage.
Et de ce fait, il y a des gens et des administrations qui veulent pouvoir tracer leurs emails, ou quand il y a des problèmes de contentieux, notamment il y a énormément de services juridiques qui se dotent de ce genre de briques pour pouvoir faire de la traçabilité de contentieux, de litiges, etc. Donc voilà, donc ça c'est 4 briques en GED et GEC, enfin GED plus GED que vous pouvez utiliser d'un point de vue transverse. Ensuite, le parapheur électronique. Alors, en quoi c'est un outil indispensable dans une logique transversale, le parapheur? C'est parce que si vous voulez jouir d'une documentation nativement numérique sur tout le cycle documentaire que vous ne voulez pas réimprimer, il est important d'avoir un parapheur parce que ça fait porter votre valeur probante pour ces versions numériques. On en a parlé, la signature, c'est un moyen de faire porter la valeur, c'est le moyen principal qui est utilisé aujourd'hui, et vu que pour les marchés, elle sera obligatoire, et que certaines plateformes de marché public aujourd'hui que vous utilisez, à ma connaissance, toutes ne proposent pas forcément de signer directement dans la plateforme, en fait, vous pouvez vous doter d'un parapheur en interne. Et à la limite, ce parapheur, il pourra servir pour toute votre structure, tout le monde pourra l'utiliser, et ça bénéficiera à tout le monde. Alors, le parapheur, c'est un outil qui a un niveau de globalisé, sert à tous les acteurs. Ça accélère le processus de validation et de traçabilité. On a beaucoup entendu le parapheur papier c'est long, parce qu'évidemment il faut que la navette se fasse, il faut que les personnes aient le temps de signer, que le papier revienne, donc ça accélère quand même beaucoup le processus. Là vous avez un parapheur avec workflow simple, le mail arrive dans votre boîte mail, vous avez un document à valider, vous ouvrez votre mail, vous cliquez sur le lien, le document s'affiche, vous signez et puis terminé. Donc ça accélère énormément quand même le processus de validation. Et ensuite, on peut l'interfacer directement avec les autres solutions. C'est-à-dire que si vous voulez, depuis votre GED, signer un document directement, vous interfacez le parapheur avec, et comme ça, il n'y a plus de problème, vous pouvez signer tranquillement tous vos documents. Voilà, donc ça, c'est vraiment indispensable. Je reviens pas sur le fait que pour avoir un parapheur, il faut quand même réfléchir au certificat de signature, au nombre de signataires, au processus, et à tout ce qui va derrière. Donc ça, j'en avais déjà parlé dans le deuxième webinaire, mais je remets une couche ici en disant que, attention, la signature, c'est compliqué, c'est complexe quand même à mettre en place, et il faut pas s'y prendre au dernier moment, il faut surtout beaucoup bien réfléchir. Après, des logiciels de parapheur, il y en a quand même beaucoup, il y a beaucoup de solutions qui les proposent. Ce que je vous conseille, moi, quand vous achetez soit une GED, soit un tout autre outil, que ce soit GED ou coffre-fort, généralement, les éditeurs font des offres avec soit un parapheur, soit quelque chose qui va avec. Donc, essayez de regarder quand vous prenez déjà un logiciel à la base, de penser directement derrière, soit à la signature, soit au parapheur, pour voir un petit peu ce que peut vous proposer l'éditeur, plutôt que d'avoir après deux solutions différentes qui dialogueront peut-être pas forcément ensemble, du coup de pouvoir grouper vos logiciels. Alors, on va rentrer dans la dernière brique qui est l'archivage électronique. Alors, vaste sujet que l'archivage, on en avait commencé à en parler un petit peu en amont. Aujourd'hui, je vais vous parler donc du coffre-fort et du SAE et surtout de normes qu'il y a avec le SAE. Donc déjà, je vais vous faire un aparté sur le coffre-fort. C'est pour moi, pour les administrations qui veulent pas se lancer absolument dans le système d'archivage électronique, parce que c'est lourd, c'est complexe, c'est très coûteux en temps, c'est coûteux en ressources. Du coup, la solution alternative qui est proposée, et c'est ce que font certains clients que nous on a notamment sur les marchés publics, parce que leurs dossiers de marché ne sont pas trop volumineux, donc ils n'ont pas énormément de choses à archiver de manière pérenne via un système d'archivage électronique, c'est le coffre-fort. Le coffre-fort numérique, qu'est-ce que c'est? C'est une solution de stockage certifiée sans intrusion, donc c'est un coffre que vous avez, que vous louez auprès d'un tiers archiveur, de la même manière que vous pouvez acheter une solution de SAE auprès d'un éditeur, donc c'est pareil, il y a des coffres forts. Donc lui, il conserve les données qui ont été ajoutées sans aucune transformation, donc pareil que le système d'archivage électronique, on y appose un hash, le coffre-fort vérifie bien que le hash n'a pas été altéré, il intègre le document et garde le document pendant la DUA que vous estimez être la bonne ou que votre document portera. Donc du coup, il permet aussi donc une restitution à l'identique des données, on parlera de réversibilité des archives ici. Donc du coup, la réversibilité, c'est la sortie des archives donc du coffre-fort, sous quel format, dans quelles conditions, etc. Donc logiquement, votre tiers archiveur vous redonnera les données de la même manière que vous les avez données.
Et il garantit évidemment l'intégrité des informations dans le temps. C'est la partie de stockage du SAE. Entre guillemets, si vous ne voulez pas passer directement par le système d'archivage électronique, vous pouvez passer par le coffre-fort. Sachez cependant que le coffre-fort est, comment dire, c'est pertinent de passer par le coffre-fort dans le cadre de petites DUA. À partir d'un certain moment où vous voulez aller vers des DUA de 50, 60 ans et en voir plus, ça reste complexe. Dans le cadre des marchés publics où on est sur si vous restez sur des durées de 5 à 10 ans, ça peut être une solution qui peut être tout à fait, on va dire, pertinente. Si vous allez sur des DUA plus longues, vaut mieux passer par un SAE. Parce que le coffre-fort a quand même des limites, et donc le SAE sera quand même beaucoup plus à même de répondre à certaines obligations. Donc, on va parler de l'archivage électronique. Évidemment, je ne peux pas vous parler d'archivage électronique sans vous parler de normalisation et de contraintes, évidemment, parce que l'archivage électronique est très normalisé. Donc, je vous ai mis ici les normes et références donc techniques, généralistes et fonctionnelles. Donc, il y a le modèle OAIS qui est une norme ISO, en fait, qui est un modèle de gestion en fait du SAE, c'est comment doivent être nommés les paquets, comment doivent se passer le processus de workflow. En fait, c'est un modèle standard qui est proposé. C'est une norme en fait qui a été proposée comme étant un modèle à suivre de manière générale, comme les normes fonctionnelles, donc MoonRec 2 et ICAREC, donc qui sont des normes plus ou moins généralistes, qui sont des normes à suivre, mais qui ne sont pas, comment dire, obligatoires. Ça peut être suivi comme ça peut ne pas être suivi. On vous conseille de choisir des éditeurs qui les suivent si vous tournez vers un SAE chez un tiers archiveur. Dans le cadre où vous le mettez en place, c'est aussi des normes qu'il faudra suivre sans aucun doute. Mais n'en faites pas, comment dire, des barrières. C'est-à-dire que si vous allez voir un tiers archiveur et que le tiers archiveur vous dit je suis pas le modèle OAIS à la lettre, ce n'est pas non plus grave en soi. C'est des modèles, ils sont là pour être suivis ou pas. Vaut mieux les suivre, mais si vous les suivez pas jusqu'à 100% de la norme telle qu'elle est marquée, c'est pas non plus gravissime. Parce qu'après, ça vous alourdit les process, ça vous donne moins de marge. C'est des modèles qui ont été là pour aider les gens à mettre en place les choses, mais il faut pas en faire non plus des barrières pour vous. Par contre, les normes sur lesquelles je vais énormément insister, c'est les normes référentielles et techniques. La NFZ 04213, donc c'est celle qui est spécifique donc au SAE. C'est vraiment la norme qu'il faut retenir. C'est la 4213, spécification relative à la conception et à l'exploitation des systèmes informatiques en vue d'assurer la conservation et intégrité des documents stockés dans ces systèmes. Donc ça, c'est vraiment la norme clé, je dirais, en archivage électronique. Elle parle d'énormément de sujets. Elle parle de la définition des formats, objets versés et en assurer la lisibilité. L'intégrité via les empreintes des objets archivés, la signature des empreintes, génération de journaux quotidiens redatés, archivage des journaux quotidiens avec même principe appliqué aux objets archivés dans les systèmes d'archivage électronique, donc tout ce qui est intégrité et traçabilité, dossier technique du système d'archivage électronique et sa gestion dans le temps et son intégrité, gestion des migrations de support, conversion des formats dans le temps, réversibilité du système d'archivage et auditabilité, pardon, un peu difficile à prononcer. Donc ça, c'est tous les points que la norme NFZ 4213 donc liste. C'est une norme extrêmement importante. À peu près tous les éditeurs vous en parleront de logiciels et de SAE. Elle est absolument à suivre sur tous les points potentiels parce que là vraiment on touche au cœur du SAE, c'est-à-dire traçabilité, intégrité, pérennité dans le temps des documents. Donc ça c'est vraiment absolument à regarder. Je vous conseille d'aller la voir. Elle est disponible, hein. Je pense que sur internet vous pouvez la trouver facilement, donc il faut absolument que vous la regardiez. Ensuite, la NFZ 04220. Donc ça, c'est une norme, je la mets ici, mais elle concerne spécialement les composants du coffre-fort numérique à destination de conservation des informations numériques et leur intégrité dans le temps. Donc ça, c'est un peu à part, mais je vous la mets quand même. Et il y a après aussi la NFZ 42022. Donc alors celle-là, elle est sur le format CEDA. C'est la norme Medona et CEDA, donc c'est-à-dire c'est ce qui vous permet d'intégrer des documents dans le format CEDA. Donc c'est une norme pareille qu'il faut absolument regarder.
Et ensuite, donc, on a RGS, RGI, donc tous les règlements sur la gestion de l'information et la sécurité de l'information, donc signature 1, 2, 3 étoiles. Et ensuite, on a l'agrément SIAF. Alors, l'agrément SIAF, c'est quelque chose tout simplement, si vous passez par un éditeur, vous ne pouvez tout simplement pas vous en passer, parce que tout simplement, si l'éditeur n'est pas agréé, il ne peut pas conserver d'archives courantes intermédiaires. Donc du coup, en tiers archiveur, il faut absolument que vous regardiez que l'agrément SIAF... Ah, pardon, tiers archiveur. Pardon, j'ai dit éditeur, c'est tiers archiveur. Il faut absolument, quand vous passez par un tiers archiveur, oui, parce que l'éditeur édite la solution, le tiers archiveur, c'est pas du tout la même chose, que vous regardiez qu'il soit bien agréé SIAF. L'agrément SIAF dure 3 ans, donc c'est un agrément qui est donné donc par le service interministériel des archives de France, comme quoi le tiers archiveur peut archiver des archives courantes et intermédiaires, puisqu'on ne peut pas faire d'archivage définitif externalisé, ça c'est très important. Donc du coup, si vous devez retenir 3 choses quand vous faites de l'archivage électronique, la norme 4213, la 4222 sur le CEDA et l'agrément. C'est les trois choses que vous devez regarder, principalement. Pour les autres, c'est quand même conseillé de les regarder, il faut les suivre, mais les 3 premières que je vous ai énoncées sont importantes. Alors, donc, la 42013, donc ça c'est les points clés, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Donc norme absolument à retenir, définition, donc les points clés de cette norme, ce qui va vous permettre de faire de la transversalité. Définition d'une politique d'archivage, parce que ça va vous permettre de faire une politique d'archivage électronique. Gérer vos formats. Regardez un petit peu comment dialoguent vos applications et comment sont gérés vos formats. La traçabilité. La gestion de migration de support. Réversibilité. Documentation du SAE, donc ça on en a parlé. Donc, par contre, le périmètre de cette norme, elle s'applique qu'aux documents figés. Donc, elle est limitée à la mise en œuvre du SAE. Hein. Ne l'appliquez pas à autre chose, c'est vraiment, elle est faite pour ça. Donc du coup, il faut absolument que vous reteniez cette norme. Alors, donc du coup, archivage numérique, archivage électronique, c'est l'ensemble des actions visant à identifier, recueillir, classer, conserver, communiquer et restituer des documents électroniques pour la durée nécessaire à la satisfaction des obligations légales ou pour des besoins d'information des fermes patrimoniales. Donc ça, c'est ce que dit la norme. Donc, quand vous voulez mettre en place un SAE, voilà les exigences auxquelles le SAE doit répondre. Prouver que le document archivé est bien celui qu'il prétend être, donc empreinte. Le SAE doit protéger les documents contre toute destruction ou modification non prévue. Alors ça, c'est la majorité des SAE et des tiers archiveurs vous le diront. Normalement, un tiers archiveur ne peut pas faire de destruction, et même vous, sans accord préalable. Si vous êtes une structure, collectivité ou administration, vous devez déjà passer par les archives départementales, ou quel que soit votre échelon, vous devez passer par contrôle scientifique et technique pour valider que vous pouvez bien éliminer vos archives. Parce que, au même titre que le papier, il y a quand même un contrôle technique là-dessus, donc vous devez faire passer votre bordereau d'élimination avant toute chose par les archives, départementales ou nationales, quel que soit votre échelon. Ensuite, vous faites passer au tiers archiveur. Le tiers archiveur vous demande si vous voulez bien valider l'élimination, et ensuite il valide l'élimination. Et ensuite, il vous donne une attestation comme quoi il a bien éliminé toutes les données de son système, qu'il n'y a pas de problème et qu'il les a bien détruites. En somme toute, c'est la même chose qu'en papier. Mais en aucun cas, le tiers archiveur n'a le droit de détruire des archives tout seul, sans votre consentement. Même si les archives sont arrivées à DUA et que c'est 10 ans et que vous êtes dans la 11e année et qu'il dit c'est bon, je peux tout éliminer, il peut pas. Il n'a pas le droit. Donc ça, faites-y attention. Mais voilà, vous devez garder le contrôle des éliminations de vos documents. Documents archivés sont accessibles aux seules personnes habilitées. Normalement, ça dépend, mais le tiers archiveur n'a pas à aller voir ce que contiennent vos données. Ce sont vos données, elles sont essentiellement conservées pour vous, donc il y a que certains profils qui doivent aller voir la conservation des données. Donc après, vous avez des profils, vous vous connectez, c'est comme tout outil potentiel, et vous consultez vos documents selon le profil que vous avez. Ça peut être l'archiviste, ça peut être le chef de service, voilà. Ensuite, le SAE doit garantir la lisibilité des données dans le temps, évidemment, pérennité et protéger contre l'obsolescence des formats et des supports. Généralement, quand vous souscrivez à une solution de SAE ou que vous avez un SAE, on va vous dire généralement, faut faire du PDF-A.
donc qui est pour le moment le meilleur support pour l'archivage électronique pour le moment. Donc du coup, il faut extraire soit en PDFA avec les métadonnées en XML ou tout autre format qui est compatible avec la majorité des outils en ce moment. Donc si vous pouvez pas faire de la conversion dans ces formats-là, par exemple pour vos pièces, eh ben, il faut essayer de les convertir pour pouvoir avoir une meilleure pérennité. Ensuite, donc le SAE évidemment protège les données des pertes et des intrusions, domaine de sécurité, et il permet de tracer toutes les actions effectuées sur un document via les journaux, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, authenticité, donc c'est ça, journalisation du SAE, horodatage et signature. Donc vous pouvez signer aussi dans les systèmes d'archivage électronique si vous avez un paraphore directement intégré, comme j'en parlais tout à l'heure. Ensuite, donc fonctionnalité du calcul d'empreinte suivant un algorithme, donc ça c'est le H. Intégrité, confidentialité, gestion des habilitations, accès aux données. Donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, tout le monde n'a pas accès. Conversion des formats, migration. Donc ça c'est très important aussi, il faut que vous fassiez attention que vos formats soient bons, parce que la majorité des applications ont des formats propriétaires, donc si vous devez les transformer, il faut le savoir. Ensuite, pour la sécurité, mise en place d'un PSSI, donc plan de sécurité des systèmes d'information, donc plan de reprise d'activité et plan de reprise d'activité. Du coup, ça, le tiers archiveur est obligé de vous le fournir. Et là, normalement, en cas de problème, tout ce qui est reprise d'activité si des serveurs implantés, toutes ces mesures de protection et de sécurité du matériel et des logiciels, ainsi que la copie en Y, normalement, il faut qu'ils vous fournissent tous les documents par rapport de ce point de vue-là. C'est-à-dire que si vous voyez qu'il n'y a pas de plan de reprise d'activité, clairement, il y a un problème. Normalement, il est censé les fournir et il est censé les avoir mis en place. Ça vous permet aussi, si vous le mettez en place en interne, de mettre en place ce genre de politique et de plans-là. Si vous ne les avez pas mis en place et que ça n'existe pas, de pouvoir les mettre en place. Ensuite, l'existence de journaux de cycle de vie et des journaux d'événements ainsi que l'échénage. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre de regarder toute la vie de votre document, du moment où vous l'avez versé. Elle est passée ensuite en archive, en archive à éliminer. L'élimination s'est faite. Et vous avez votre bordereau qui vous dit bien que l'archive a été éliminée. Donc toute cette traçabilité-là est extrêmement importante. Alors, les prérequis d'un projet de cette envergure. Là, cette slide est uniquement dans le cas où, si vous voulez mettre en place ce projet, donc c'est-à-dire vous doter de toute cette chaîne, ou que par exemple vous avez déjà une GED, et vous voulez vous doter de la brique, donc parapheur plus archivage. Vous voulez le faire en interne parce que vous voulez faire de l'archivage définitif, que donc vous pouvez pas faire ça via un tiers archiveur, ou que même vous voulez mettre directement en place un SAE ou un coffre-fort chez vous. Qu'est-ce qu'il y a comme prérequis? L'archivage électronique, c'est lourd. Il faut avoir déjà des compétences archivistiques, documentaires et de gestion de processus. Parce que tout simplement, si vous n'avez pas ces compétences-là, ça va être compliqué pour vous de faire la cartographie de vos processus, de savoir quels documents cibler, quand est-ce qu'ils arrivent à élimination, de faire aussi le tri entre les documents que vous devez archiver en SAE et ceux que vous ne devez pas archiver, parce que tout ne s'archive pas et il ne faut pas non plus faire d'un SAE un stockage finalement, parce que ce n'est pas le but. Donc voilà, il faut vous faire accompagner sur tous ces aspects-là. Donc vous avez généralement les record managers, donc qui eux font de leur spécialisation en fait très clairement un spécialiste de la documentation et des archives. Donc c'est des personnes très compétentes et qui peuvent appliquer leurs compétences donc au domaine de la dématérialisation, où vous avez généralement donc l'archiviste record manager, qui sont donc généralement les profils que vous pouvez recruter. Après, vous pouvez aussi vous entourer de qualiticiens ou de gens qui font de la qualité et qui généralement aussi ont des compétences dans ce domaine-là, dans le domaine de la gestion de processus, et qui pourront vous aider. Donc, clairement, ne vous lancez pas dans ce genre de projet en interne si vous n'avez pas ce genre de profil chez vous, parce que ça va être compliqué. Ensuite, évidemment, équipement, infrastructure. L'archivage électronique, c'est de la redondance en Y, il faut donc avoir 2 sites distants avec 2 serveurs différents. Il faut avoir une équipe DSI qui est quand même conséquente, parce qu'évidemment, il faut pouvoir, si vous avez besoin par exemple du connecteur ETL dont je vous parlais tout à l'heure, avoir ce connecteur-là aussi pour faire dialoguer les applications. Donc c'est coûteux en équipement, en infrastructure et en ressources au niveau système d'information et informatique. Donc du coup, il faut y penser. Après, si vous pensez que c'est
dans votre intérêt de tout simplement le mettre en place et que vous en aurez besoin à l'avenir et que il n'y a pas que les marchés publics et d'autres périmètres viendront se greffer, il faut le prendre en compte. Et ensuite, la définition d'un processus pilote. Bon, ici, moi, j'avais pris les marchés publics. Ça peut être, dans votre cas, plein d'autres choses. Ça peut être Chorus. Il y a beaucoup d'entreprises d'administration qui se sont mis à la démat transverse via Chorus parce que ça a posé plein de questions. Ça peut être les marchés publics, ça peut être les ressources humaines, ça peut être n'importe quel périmètre. Il faut seulement savoir sur quel périmètre vous allez partir et dans quelles circonstances. Et là, on revient à ce que je disais dans le webinaire numéro 2 sur la méthodologie. Toutes les étapes que j'avais déjà données dans une méthodologie verticale. Donc voilà. Mais ayez bien ces trois prérequis nécessaires donc en tête. Alors, donc les écueils à éviter. Si vous optez pour de la transversalité, il faut pas partir sans analyser vos périmètres. C'est important. Il faut les analyser. Il faut analyser aussi ce que vous voulez en termes d'outils. Demandez si les périmètres sont pertinents, clairement, aussi. Parce que si vous faites de la démat RH avec de l'archivage électronique derrière, est-ce que vous en avez besoin? Est-ce que c'est les premiers périmètres dont vous avez absolument besoin? Ensuite, là on a parlé de GED, Paraffer, archivage électronique. C'est bien 3 briques différentes. Il faut jamais tout installer en même temps. Faut pas se dire je vais installer la GED, le Paraffer et l'archivage en même temps. Déjà ça va vous coûter horriblement cher. C'est quasiment impossible, en termes de coût. Et de liquidité à sortir à un moment T0, c'est pas possible. Et c'est surtout que vous allez avoir besoin de tout installer en même temps, donc vous allez mobiliser vos ressources en interne et mobiliser énormément donc de personnes au même moment. Il va falloir qu'elles arrêtent potentiellement de travailler soit 1 ou 2 journées par semaine pour pouvoir apprendre de nouveaux outils, être formées, réfléchir au processus, etc. Donc du coup, il faut absolument pas tout faire en même temps. Peut-être commencer par la GED, un périmètre en GED, mettre le Paraffer derrière, par exemple, faut faire marché public en GED, Paraffer, coffre-fort. Et une fois que toute cette chaîne-là, elle fonctionne, peut-être dans une année après ou une année et demie, vous dites, voilà, je vais greffer les RH, et on recommence. GED, Paraffer, archivage. Mais surtout pas mettre tout en même temps. On le déconseille aux clients parce qu'après, généralement, les clients explosent, ils n'arrivent pas à tout mettre en place, et ils s'en sortent pas. Donc vraiment bien cloisonner toutes vos étapes et faire un planning très clair. Surtout ne pas prendre le chantier d'archivage électronique à la légère en termes de coûts et de ressources parce que c'est généralement là où on est le plus surpris. Si vous voulez faire ce genre de choses, faites-vous accompagner parce que généralement l'archivage électronique ça coûte cher en termes de stockage. Quand on passe par un tiers archiveur, généralement, il faut faire des devis avant parce que se lancer dans ce genre de solution, c'est coûteux. Et il faut peut-être réfléchir, si vous ne pouvez pas faire de l'archivage électronique, peut-être que vous avez autour des partenaires qui vous aideront à le faire. Ou peut-être que les archives départementales de votre département vous proposent un SAE qu'eux-mêmes l'ont mis en place et qui peuvent héberger vos données, par exemple. Donc surtout, l'archivage électronique, certes, c'est quelque chose d'important, mais ne pas s'y lancer au péril de ne pas finir le chantier. Parce que sinon, vous allez avoir quelque chose qui n'est pas fonctionnel et finalement, vous n'aurez pas un projet fait de manière entière. Donc voilà, cette dernière partie, donc cette dernière session du webinaire marché public est terminée. Je pense qu'on va passer à la séance de questions maintenant. Voilà. Soit vous pouvez via le micro ou via le chat, si vous avez des questions ou des points sur lesquels vous voulez que je revienne, ou j'ai pas été clair ou j'ai été un peu vite, je vous écoute, il n'y a pas de problème. Merci Iris. Juste avant de peut-être entamer sur la partie questions-réponses, vous l'avez compris, cette méthodologie transversale appliquée au marché public, elle ne peut pas se penser uniquement au travers du scope des marchés publics. Ce que je veux dire par là, c'est que si la problématique de vos structures se tourne uniquement autour de la démat des marchés publics et que pour des raisons X ou Y que je ne maîtrise pas, mais bon, qui seraient étonnantes, mais pour des raisons X ou Y que je ne maîtrise pas, vous n'avez pas d'obligation autre, effectivement, c'est pas vers là qu'il faut aller. Or, on voit bien que ce soit dans le public avec le plan de transformation numérique de l'État ou que ce soit dans le privé avec l'augmentation exponentielle de la documentation numérique, il y a fort peu de chances pour que la mise en place d'outils et de méthodes et d'organisations qui se tournent autour de ce qu'a dit Iris,
la GED, le coffre-fort, la signature électronique et l'archivage ne soient pas d'actualité. J'insiste sur deux évolutions et on en parlera dans d'autres webinaires sur d'autres sujets en 2019. Et j'insiste sur deux choses. D'abord, euh, le Premier ministre et le Président de la République sont en train de travailler, enfin pas eux directement, mais sous des ordres qui ont été donnés par rapport au plan de transformation de l'État sur la diffusion à grande échelle de la signature électronique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous connaissez peut-être, vous avez déjà entendu parler des certificats RGS, une étoile, deux étoiles, etc. Vous avez peut-être entendu parler du règlement européen EIDAS, qui permet, entre guillemets, de simplifier l'accès à la signature électronique. Là, de ce qui pointe le bout de son nez, ça risque d'aller beaucoup plus vite, à l'image de ce que font nos amis belges, et le fait d'avoir un certificat qui est directement intégré dans notre carte d'identité et qui nous permet de signer beaucoup plus facilement. Donc, ce qui se profile avant la fin du quinquennat, en tout cas c'est ce qui a été dit, c'est une diffusion à beaucoup plus grande échelle de la signature électronique et donc de la valeur probante et donc de tout le cycle numérique que vous expliquez Iris depuis tout à l'heure. Deuxième chose, et là je m'adresse, c'est pareil, hein, on parle collectivité, grande structure publique, mais aussi structure privée, il y a quelque chose qui arrive et qui s'appelle Vitam. Alors je ne vais pas trop le détailler, mais en gros c'est un système d'archivage qui est en train d'être développé pour 3 ministères sur Paris et donc qui va être mis à disposition gratuitement pour toute personne qui a envie de le mettre en place, de l'exploiter. C'est un système d'archivage électronique. Alors attention, c'est une machine de guerre. Toute collectivité ne peut pas administrer ce genre d'outils, mais l'état de l'art qu'amène ce système d'archivage électronique Vitam et l'infrastructure, etc. Là, je vous tease les prochains webinaires qui vont arriver, donc je ne vais pas détailler ça, mais c'est un outil qui est prévu pour accueillir des millions, voire des milliards de documents sans avoir de problématique de charge particulière. Donc, c'est une sorte d'anticipation de l'augmentation très rapide de la documentation numérique à valeur probante. Et j'insiste sur ce terme-là parce qu'aujourd'hui, on ne travaille tous plus que sur ordinateur, donc on produit plus que des documents numériques, quasiment, sauf que ces documents numériques n'ont pas de valeur probante. Et on a parlé au webinaire d'avant avec Iris sur l'obligation des marchés publics aujourd'hui, c'est de dématérialiser les échanges, c'est-à-dire, je peux très bien prendre une lettre de notification, la signer au format papier, la scanner et la mettre sur la plateforme des marchés pour échanger avec mon candidat, mon titulaire. Or, avec l'augmentation j'allais dire l'accélération du déploiement de la signature, Vitam, les décrets qui sont dans les tiroirs, on sait très bien que la signature électronique va être rendue obligatoire sur les marchés publics, donc que ça va engager, j'allais dire, une augmentation très importante des documents marchés publics qui auront une valeur de preuve. Et ça marche pour les marchés publics, mais ça marche aussi pour plein d'autres périmètres. Bientôt, ça marchera pour les RH, parce qu'on voit très bien ce qui est en train de se passer sur la démat RH et l'augmentation très forte de la production numérique et de la prise de valeur probante encouragée par les lois et les normes qui sont en train de sortir. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit point sur ce webinaire-là, puisqu'en 3/4 d'heure, on a essayé de résumer à peu près un certain nombre de normes, un certain nombre de choses, et finalement qui sont très... j'allais dire, on pourrait en parler 500 heures, qu'on n'aurait pas fini de dire tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Donc c'est sûr qu'en 45 minutes, c'est assez compliqué, mais voilà, l'idée c'était de montrer un écosystème autour de la dématérialisation à valeur probante appliquée au marché public, parce que c'est une des problématiques les plus importantes, mais il faut vraiment le penser comme une logique beaucoup plus transversale dans un certain nombre de choses. Voilà, c'est simplement un aparté et un peu pour conclure l'intervention d'Iris. Voilà, si vous avez des questions, le chat ou l'activation de votre micro si vous voulez discuter un peu plus, sachant qu'il ne faut pas hésiter à poser les questions, on a encore une dizaine de minutes à peu près, mais voilà, l'idée c'est faut pas hésiter à poser les questions. On sait très bien que là on a parlé, Iris a parlé de logique qui était plus technique que d'habitude, sur des problématiques qui ne parlaient pas dématérialisation verticale, mais beaucoup plus horizontale et sur lequel on s'est un peu plus appesanti sur des outils
Voilà, donc il faut pas hésiter à nous poser toutes les questions qui vont bien. C'est vrai que parfois on a tendance à penser, enfin à ne pas voir une différence fondamentale, par exemple, entre une gestion électronique de documents et un système d'archivage électronique. Or, la différence est justement fondamentale. Donc voilà, il faut pas hésiter à poser toutes ces questions et appliquer au marché public ou pas. Voilà. C'est vrai que ce webinaire était dense, mais il était nécessaire justement pour conclure ce cycle et ne pas voir la démat des marchés publics comme quelque chose de totalement isolé, voir que c'est une problématique qui se pose dans plein de domaines différents Merci Elodie. Dans plein de... Ben, merci pour Iris, je réponds à sa place, mais voilà. Euh, dans plein de domaines différents des administrations et finalement, j'allais dire, avec des réponses qui peuvent être assez transverses et qui peuvent se partager avec un certain nombre d'autres problématiques à l'intérieur de votre société. Y a-t-il un site internet pour suivre les actions de l'État concernant le plan d'entreprise? Alors, est-ce qu'il y a un site unifié? Je ne crois pas. Iris va m'éclairer parce que c'est elle la spécialiste là-dedans. Par contre, on a la possibilité de vous donner les différentes orientations du plan de transformation numérique de l'État. Donc, soit nous, on est pas mal sur la DGFIP, justement parce que ça passe beaucoup au travers de la DGFIP. Sinon, le site de la DAJ également, donc direction je dis pas de bêtises, des affaires juridiques, voilà, des affaires juridiques de l'État. Donc justement, où on peut trouver le plan de transformation, donc pas uniquement autour des marchés publics, mais plus général. Donc la DAJ, vous pourrez le trouver facilement. Si vous tapez DAJ sur internet, DHI État, vous allez trouver tout de suite. Sinon, sur la partie DGFIP, donc pour tout ce qui est un petit peu plus comptable. Autre chose aussi, il y a un site qui s'appelle gouvernement.fr dans lequel on peut avoir un certain nombre d'informations autour de la République numérique, autour de l'école numérique, etc. Un certain nombre d'actions en fait qui sont déployées par l'État et sur lequel on a des stratégies qui sont à long terme. Mais est-ce qu'on a un endroit où il y a tout de synthétisé? Je crois pas. Franchement, je crois pas. Ça serait plus simple pour nous. Alors, comme le disait Thibaut à juste titre, pour le moment, ceux qui nous renseignent le plus et qui sont le plus attentifs aux questions et qui d'ailleurs ont fait des FAQ et énormément donc ont instauré un dialogue, on va dire, c'est DAJ, DGFIP. Ça a été les deux acteurs pour le moment qui se sont beaucoup, on va dire, intéressés à ces choses-là. Et donc moi, pour le coup, là, je vais sur ces deux sites pour le moment. Après, sur le site du gouvernement, il n'y a pas grand-chose, hélas. Mais après, enfin, je sais que c'est difficile à dire, mais il faut aller sur Légifrance régulièrement. Moi, je le fais de temps en temps, regarder les derniers décrets qui sont sortis. Mais généralement, soit la DG, soit la DGFIP fait des récapitulatifs des lois sorties, des décrets, de leur mise à jour. Donc, ils ont quand même, enfin, ils ont un rôle quand même assez important de porte, on va dire, de lien, et je pense qu'il le joue assez bien. Donc après, pour ce qui est du reste, le gouvernement fait beaucoup de choses, mais non, comment dire, a beaucoup de mal à communiquer dessus. Donc du coup, pour le moment, à part lire soit le journal officiel ou aller sur Légifrance pour consulter les lois qui sont rentrées en vigueur, il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est un peu dommage, mais je pense que au fur et à mesure, je pense qu'il y aura des pages qui vont être consacrées un peu plus. De la même manière, sur Chorus, ils avaient ouvert une communauté pour ce qui était tout ce qui était documentation, etc. Mais c'est vrai que pour le moment, je vous dirais DAJ, DGFIP. En complément, effectivement, il y a un document qui s'appelle... Enfin, c'est un document, c'est pas un document, c'est un texte de loi qui s'appelle La loi pour une république numérique, qui a été publié en octobre 2016. Et qui, j'allais dire, donne les grandes orientations de l'État en termes de dématérialisation. Alors, c'est pour l'instant, enfin, pour l'instant, ça date de 2016, mais c'est assez général, voire générique. C'est exemple, libérer l'innovation en faisant circuler les informations et les savoirs, créer un cadre de confiance clair, garant des droits des utilisateurs, construire une République numérique ouverte et inclusive. Enfin bref, ce sont des... On peut vous donner le lien de cette loi-là, mais elle est assez générale. Elle donne des jalons et elle emploie des termes, par contre, voilà, la confiance numérique.
pour nous, c'est la signature et le SAE typiquement, parce que c'est créer un contexte qui permet d'avoir confiance à la documentation numérique qu'on a, donc qui passe par ce qu'on connaît aujourd'hui de ça. Effectivement, Iris parle du RGPD, de l'application dans le droit français, parce que vous savez que le RGPD est une directive, enfin est un règlement, pardon, mais la France y a appliqué des logiques de loi particulières, en plus du RGPD, notamment sur le droit des mineurs par exemple. Donc voilà. Mais voilà, sinon, vous pouvez aller consulter sur Légifrance la loi pour une république numérique qui date du 7 octobre 2016. Et là où vous avez, j'allais dire c'est ça, le plan de transformation numérique, il est là, hein, clairement. C'est bien ce qui vous semblait, vous semblez bien justement. Alors nous on est sur la loi effectivement, hein, on se base sur ça pour les orientations, et puis les décrets sortent petit à petit. Là vous savez, sur la partie des maths des marchés publics, on l'a dit la dernière fois mais on le redit, aujourd'hui la signature électronique n'est pas obligatoire. Or, le décret il est dans le tiroir là, hein. Donc décret sorti plus 18 mois, on arrive à peu près à mi-2020. Je pense que voilà, mi-2020 la signature va être obligatoire. Alors ça veut dire qu'il faut s'y préparer. Enfin, quand je dis qu'il faut s'y préparer, c'est qu'il faut anticiper la chose pour savoir que c'est quelque chose qui va tomber en termes organisationnels, mais ça vous laisse quand même le temps de réfléchir à ce qu'on a dit aujourd'hui, parce que la partie parapheur électronique, il y a forcément dans votre structure d'autres utilités que la simple démat des marchés publics. Donc voilà, vous voyez, ça laisse le temps aussi de réfléchir par rapport à la démat des marchés publics. Alors, votre question sur le suivi des actions me montre qu'il y avait un aspect que j'avais pas totalement développé dans mes webinaires, mais et la partie prérequis en fait l'a effleuré. C'est que vous voyez bien que dans votre domaine et dans n'importe quel domaine aujourd'hui, il faut faire de la veille. Parce que là, pour le coup, vous touchez un point qui est que dans tous les cas, aujourd'hui, maintenant, et encore plus les administrations, se doivent de faire de la veille juridique, parce que évidemment l'État met à disposition des sites, bon on a le DAG et DGFIP qui font relais, mais il est encore essentiel aujourd'hui de faire un peu de veille réglementaire législatif, parce que de temps en temps des fois on voit pas que les décrets sont sortis ou on le voit trop tard, etc. Donc je vous conseille, pour ceux qui sont dans des démarches transverses aussi, de mettre en place de la veille. Parce que vous allez vite vous rendre compte que la dématérialisation et comme disait Thibaut, évolue énormément, et très rapidement en plus, c'est des domaines qui évoluent rapidement. Et donc du coup, pour vous tenir informé, je vous conseille réellement de mettre en place soit de la veille, soit peut-être vous avez déjà des gens qui en font, et du coup de pouvoir raccrocher entre guillemets des domaines qui vous intéressent vous. Mais oui, la veille législative réglementaire, c'est très important. De toute façon, vous savez, nous sommes disponibles, hein, vous avez nos coordonnées, vous avez nos numéros de téléphone également, puisque dans les invitations qu'on vous a faites, on les laisse. Et puis, vous aurez des nouvelles de notre part, de toute façon, puisqu'on va vous envoyer le replay tout court, pas un petit replay. On va aussi vous faire suivre un petit lien avec une sorte de questionnaire de satisfaction, voilà, par rapport à ces webinaires. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé, qu'est-ce qu'il faudra améliorer, etc., etc. Si vous pouvez le remplir, ça serait bien, puisque on va faire des webinaires à la suite de celui-là aussi. Et puis on vous enverra aussi un petit document qui résume un petit peu tout ce qu'on s'est dit ici sur la méthodologie et les accompagnements qui peuvent aller avec. Impeccable. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous tiens au courant pour la suite. Voilà, faut pas hésiter à nous contacter si vous avez des problématiques particulières. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, au revoir.